Je crois que c'est Malraux qui a dit on ne devient pas peintre en regardant un paysage, on devient un peintre en regardant un tableau. Et c'est tout à fait vrai. Vous devenez un musicien parce que vous avez regardé de la musique et vous avez étudié des auteurs, disons, qui vous ont précédé. Et à ce moment-là, vous en déduisez un certain nombre de choses pour vous. Mais déduire, ça ne veut pas dire imiter. Déduire, ça veut dire vraiment déduire, c'est-à-dire ne pas être un épigone, mais voir les conséquences réelles du geste du compositeur qui vous a précédé. Pas trop d'enthousiasme quand même avant, après, hein, ça sera mieux. On est réunis ce soir pour parler d'une pièce que j'ai écrite et qui s'appelle « Sur incise ». Alors évidemment, vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est que ce titre. Ça a l'air assez mystérieux, ça ne l'est pas tellement finalement. Car l'origine de cette pièce, c'est une pièce que j'avais écrite pour piano, seul, à la demande de Luciano Berio, je me souviens, un compositeur italien qui est un de mes amis, et Maurizio Pollini, qui est le soliste que certainement tout le monde connaît. Et il m'avait demandé, ils établissaient un concours de piano, et ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez faire une pièce pour ce concours? Alors en général, ces pièces de concours sont très courtes, mais il faut qu'elles mettent à l'épreuve la virtuosité de celui qui passe le concours. Et c'est une pièce de virtuosité que j'avais écrite et qui s'appelle « Incise ». Voilà, c'est les deux contrastes qu'il y a dans cette petite pièce de piano. Comme je dis, elle était très courte, elle était conçue vraiment pour un concours. Mais après ça, très souvent chez moi, je réfléchis à cette pièce et puis je me suis dit, bon, très bien, qu'est-ce que je vais en faire finalement? Cette pièce est courte et c'est comme une graine. Et pour moi, je dis, oui, je vais réfléchir à lui donner plus d'ampleur. Comment je peux lui donner plus d'ampleur? Alors j'ai réfléchi sur plusieurs solutions. Alors, il y a beaucoup de façons d'élargir une idée. Vous entendez qu'il y a une note qui est précédée d'une espèce d'appoggiature, une note, et puis une désinence rapide. Alors, je me suis dit, oui, c'est une note qui est importante, elle est colorée par un accord qui vient avant, donc on n'entend pas uniquement une note, mais on entend quelque chose, une espèce d'objet. Et c'est cet objet que je vais élargir. Cette note qui était isolée dans le petit exemple du début, qui est la pièce originale, tout d'un coup
Il se répète, mais coloré, mais toujours revenant de la même façon. Vous voyez, il y a 3 arcs, il y a 3 pianos, il y a 3 percussionnistes. Quand je développe une idée, je développe aussi la façon de la présenter. Et ça, pour moi, c'est très important. Ce n'est pas seulement un développement théorique, mais c'est un développement qui prend naissance dans l'architecture même des instruments. Mais vous avez une première figure qui est comme une espèce de gifle musicale. C'est un rythme qui est très facile à retenir, brève longue, et on reste comme ça en suspens. Puis il y a un deuxième trait et la résonance pour finir. Si bien que si on met les 3 ensemble, tu veux rejouer encore cet exemple? Merci. Alors, vous allez voir maintenant comment j'ai, si je peux dire, multiplié cette gifle musicale en partant toujours du même endroit. Mais en lui donnant une grande extension. Voyez-vous, j'ai toujours gardé ce premier geste au départ, c'est-à-dire ce brève longue, tout de suite. Vous me voyez faire le geste, c'est très facile à voir, puisque pour le diriger, je le fais moi-même. Et puis, il y a une expansion. Plus on va, plus on descend vers le grave. Et puis, à la fin, il y a une espèce de résumé qui est simplement le premier rythme et qui arrive par un trait extrêmement rapide à une résonance qui est renforcée par tous les instruments. Vous allez voir, maintenant que vous connaissez, vous allez reconnaître immédiatement le geste musical. Ça, c'est le geste seul. Premier agrandissement. Et les pianos alternent toujours. Et tout le monde maintenant. Vous avez pu remarquer que dans cet exemple aussi, il y a une utilisation de l'espace.
Ici, tout flotte comme ça, et le piano 1 domine, mais aussi tout le monde flotte avec lui dans une espèce d'incertitude rythmique qui fait justement contraste avec l'idée comme l'idée précédente. C'est que la musique est immobile complètement, donc vous n'êtes pas attiré beaucoup par les notes sont simplement comme un kaléidoscope qui tourne, mais qui présente toujours les mêmes objets ou les mêmes couleurs, mais au fur et à mesure, l'instrumentation devient un peu plus dense et vous avez finalement tout le groupe d'instruments qui jouent ensemble. Donc vous pouvez très bien le repérer à l'oreille. C'est cette variété de sensations et de choses qu'on ressent au fur et à mesure qui fait que l'œuvre a une trajectoire émotionnelle. Et c'est la chose qu'on explicite le moins parce que c'est très difficile de le dire avec des mots, parce que s'il y avait des mots, j'écrirais un roman ou un poème, je ne regarde pas la musique. Alors maintenant, nous arrivons à ce qu'on peut appeler une toccata ou bien un mouvement perpétuel très très rapide. Comment ça s'organise? C'est très simple. Vous avez premièrement une espèce de coulée, comme ça, qui a un geste rapide qui va amener des notes répétées, c'est-à-dire fixes, qui ne bougent pas pratiquement, qui sont martelées, et puis une désinence qui fait qu'il y a un geste de même rapidité que les notes répétées. Alors voilà les trois, disons, éléments qui composent cette toccata. Et je vais vous jouer ça pas trop vite, justement, pas dans le tempo, parce que le tempo est très rapide après, mais pour que vous ayez le temps d'écouter et de sentir la différence qu'il y a entre ces différentes cellules. C'est simplement une gamme descendante qui est jouée par les trois pianos ensemble. Maintenant, viennent les notes répétées. Alors, les notes répétées sont jouées par la harpe, par les pianos, bien sûr, par la harpe et par les percussions. Et je vais vous jouer ça aussi d'une façon plus lente. Vous entendez aussi, il y a toujours cette même note qui est un mi bémol, cette même note, et puis pour la colorer différemment, il y a des intervalles qui s'accrochent à ceci. Et puis après, le troisième exemple, c'est la désinence. Voilà. Alors, vous allez maintenant, je vais agglutiner ces trois exemples, on va les jouer à la suite, et vous allez voir, il y a ce groupe fusé, comme on les appelle, groupe fusé, ces notes répétées coloriées différemment, et puis le geste de désinence.
c'est un exemple que je vais vous jouer très lentement pour vous faire voir comment, avec une seule note, je peux arriver à faire déplacer simplement une seule note des pianos à un autre. Vous entendez cette même note qui se balade de tous les côtés, et j'ajoute, non seulement c'est un phénomène dynamique, mais c'est un phénomène d'espace là aussi. C'est pour ça que ces trois pianos sont placés comme ça, parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment repérer quelque chose qui a une sorte de trajectoire. Et maintenant, je vais vous jouer le même exemple, seulement avec la fusée qui précède. Et vous allez voir, vous allez reconnaître que c'est toujours le même geste, fusée, note répétée. Là, vous êtes très confortable en entendant la vitesse, vous pouvez la repérer, mais quand je commence à aller beaucoup plus vite, là, on est comme quelque chose qui va très très vite et que vous avez du mal à repérer, mais dont vous sentez fort bien que ça existe. Je voudrais donner les mêmes exemples, mais dans le tempo cette fois-ci. Les notes vont absolument en zigzag et il est très difficile de repérer une trajectoire à ce moment-là. La fin de ce premier volet se termine sur la note sur laquelle on est parti. Il y a des repères pour moi qui sont très importants, qui sont vraiment de pouvoir s'aiguiller, même tout à fait intuitivement. Parce que dès qu'on se met à réfléchir, on se dit oui, bien sûr, je l'ai repéré, j'ai regardé la partition, je sais, ou bien on m'a averti. Mais non, pour moi, c'est l'intuition et cette espèce d'instinct que quelque chose est terminé. Pourquoi? Parce que la première note que vous avez entendue et le premier grand exemple que je vous ai donné, qui est cette note répétée, eh bien, on va la retrouver à la fin de ce premier grand volet. Et on va répéter cette note, répéter cette note, répéter cette note, pour dire, oui, faites attention, je la répète exprès, faites attention, c'est le moment de la fin d'une phase de l'œuvre.
Oui, c'est exactement la même note que vous avez entendue quand j'ai dit, c'est pas exactement à la même situation, à la même octave, comme nous disons, mais c'est exactement la même note. Et cette caractéristique, vous ne pouvez pas ne pas l'entendre, parce que c'est comme, je vous suscite en vous une sorte de réflexe de Pavlov. Vous avez déjà entendu ça? Ah oui, très bien, je ne sais pas ce que c'est, mais je reconnais. Et c'est exactement comme ça, je pense qu'on doit appréhender, surtout la première fois, une musique intuitivement. Cette pièce comporte, au fond, deux grands volets, c'est-à-dire un volet qui est l'agrandissement de la petite pièce incise dont je vous ai parlé, et puis un second grand volet qui est un grand développement, tout à fait nouveau, mais avec les idées qui avaient pris place dans cette petite pièce de piano. Donc, il y a un développement qui est littéralement l'agrandissement de la pièce de piano, et un autre qui est au contraire une espèce de mélange de toutes les idées qui ont été exposées. Et puis, il y a un passage de transition, justement, qui prépare. Pour cette transition, j'ai ajouté justement des instruments qui n'étaient jusque-là pas employés, c'est-à-dire les timbales, qui sont dans le grave, donc qui donnent une idée du développement aussi dans le registre est plus grave, et puis les steel drums. Tu veux jouer ce que tu joues là tout seul, les do dièse? Ça donne une toute autre couleur à côté de la timbale qui, elle, tu veux jouer aussi ce que tu... C'est-à-dire des peaux, les instruments de peau comme les timbales, et les instruments de métal. Alors voilà le résultat que ça donne au point de vue sonorité générale. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des voyages, quelques voyages, pas énormément, des voyages. Et je me souviens toujours, dans la Caraïbe, j'étais dans les Antilles françaises, dans la Martinique et à la Guadeloupe. Et à ce moment-là, je vous parle de 56, et de longtemps avant que vous existiez, et il n'y avait absolument aucun tourisme. Mais rien, absolument rien. Donc on était dans un pays qui était vraiment par lui-même, et non pas un piège à touristes. Et un soir, je me promenais comme ça en dehors sur la plage, et j'ai vu simplement des gens qui avaient un petit orchestre de steel drums. C'était tellement frappant, et ces gens jouaient avec tellement de bonheur, du reste, dans le coin, que j'ai toujours retenu la sonorité. Et je me suis dit, il faut que je la replace quelque part. Vincent, tu nous joues très piano d'abord. Et vous allez voir maintenant très fort, au contraire. C'est comme un son qui est comme ça, tout le spectre s'agrandit tout d'un coup et change totalement la couleur. Et quand on entend pour la première fois, surtout quand c'est mêlé à d'autres instruments, on ne sait pas exactement pourquoi. On croit que on m'a dit plusieurs fois, ah mais vous avez utilisé de l'électronique. Pas du tout. C'est l'électronique la plus simple du monde, c'est-à-dire c'est un bout de métal.
troisième volet, ou la seconde grande partie, alors va commencer à mêler les choses. Et je voudrais vous faire voir comment une idée peut persister et peut se retrouver tout le long de cette seconde partie. Dans les choses que vous avez entendues, rapides en tout cas, il y avait ces groupes fusés, ces notes répétées, et puis les désinences. Maintenant, tout ça a été complètement, disons, je dirais, arasé. C'est-à-dire, on va avoir qu'une seule catégorie de valeurs, mais alors, il va y avoir des différences de phase. Un peu comme dans la musique répétitive, c'est-à-dire des rythmes qui se rétrécissent, qui s'agrandissent, qui se rétrécissent, et où chaque instrument va apporter des accents différents. Alors, je vais vous jouer un premier exemple de cela. Je vais vous le jouer lentement d'abord. Je vous analyserai ensuite comment il est fait, comment on peut l'entendre très en détail, et puis après, je vous reconstituerai cela, mais alors à la vitesse réelle. Parce que c'est un peu comme la stroboscopie. À un moment donné, vous ne suivez pas non plus toutes ces différences d'accent, mais vous en subissez les faits et les conséquences. Entendez, c'est à la fois très simple, excessivement simple et très compliqué. Et pourquoi? Parce que ce qui est très simple, ce sont les accords. Tout le monde joue le même accord, légèrement varié, mais les pointes des accords, c'est-à-dire les sommets, sont toujours les mêmes et reviennent à des intervalles différents, à des intervalles de temps différents. Et c'est là où la complexité, parce que chaque instrument augmente ou rétrécit suivant des rythmes différents, si bien que vous entendez comme des espèces de déphasage d'un instrument par rapport à l'autre. Vous entendez, il y a toujours cette différence entre la même note qui est reprise tout à fait à l'aigu de la harpe, à l'aigu du piano, et qui ne sont pas synchrones. Je vais vous faire entendre encore de la même façon. Qui ne jouent pas ensemble, qui jouent mal, eh bien, ils jouent très bien, justement, parce que c'est beaucoup plus difficile, si vous voulez, de se tenir à son propre rythme. On a toujours tendance à suivre le plus fort. Et pas du tout, là, on a ce décalage. Alors, il y a d'autres décalages que je vais vous faire entendre. Alors, le piano 2 et le piano 3 font un autre système, et c'est celui qu'on va vous donner. Ils sont parfaitement synchrones dans leurs accents. Et puis, maintenant, il y a les trois percussions et la harpe 1 et 3 qui font un autre système d'accentuation. Et puis, le piano, lui, développe encore ceci. Et je voudrais vous faire entendre seulement le piano 1 pour que vous repériez bien tous les accents qu'il peut y avoir dans une seule partie. Exemple. Alors pourquoi ce n'est pas si difficile que ça à jouer? Bien parce que ces longueurs, ces valeurs irrégulières sont toutes remplies de la même façon. Alors il n'y a qu'à laisser aller les doigts, tout simplement. Les doigts comptent pour vous. Vous n'avez pas plus de... Si, par exemple, je mettais des accents tout simplement comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. On a toujours tendance, simplement, on compte. Mais alors, le geste devient staccadé, devient extrêmement artificiel. Tandis que là, les doigts comptent pour vous. Et compter avec lui, vous allez voir, c'est très facile parce que on a... je ne dis pas que c'est facile à jouer, non. Mais c'est tout de même très facile de concevoir ça. Il faut avoir de bons doigts, mais si les doigts sont bons, eh bien, le reste suit. Tu veux en jouer? Le même exemple, 26. Lentement, d'abord.
bons doigts, il peut aller plus vite. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Il va vous jouer l'exemple, vraiment comme on le joue dans la réalité. Complètement. Ça va trop vite. Alors, ce que vous entendez, c'est les accents. Et les accents, c'est facile à repérer parce que c'est toujours la note la plus aiguë. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper parce que quand vous arrivez, c'est toujours tap, 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 comme ça. Donc, vous entendez fatalement. Tu veux le rejouer encore une fois à la vitesse grand V, hein? Imaginez maintenant quand ces 9 instruments font quelque chose de similaire. Alors, il y en a qui sont en même temps, il y en a d'autres qui se décalent, et vous allez voir le résultat sonore. Cette fois-ci, je vous ai joué cet exemple lentement. Je vais vous le jouer maintenant à la vitesse à laquelle il doit être joué. C'est l'exemple 27. Tricote, vraiment, et très vite même. Mais c'est ce qui vous donne, ce que j'aime là-dedans, c'est pas seulement la virtuosité qui est satisfaisante déjà en soi, mais c'est le côté, vous n'arrivez pas, à cause de la vitesse, à saisir exactement ce qui se passe. Vous savez que c'est très logique, que chacun fait très bien son travail, mais vous ne comprenez pas pourquoi c'est décalé comme ça. Et bien voilà, vous avez vu le résultat, et je voudrais vous le jouer encore une fois pour que vous puissiez écouter vraiment très attentivement tous ces déphasages et ces décalages qu'il y a entre tous les instruments et à la vitesse à laquelle on les fait. Ensemble, comme vous voyez. Je voudrais maintenant vous donner un autre exemple que vous avez déjà entendu. C'est cet exemple que j'ai appelé une espèce de gifle, comme ça, de geste extrêmement fort, qui se trouve dans la première partie. Et je voudrais vous faire voir comment il envahit progressivement la seconde partie, mais il l'envahit d'une façon chaque fois différente. C'est un exemple que vous avez déjà entendu, donc vous le reconnaîtrez immédiatement, j'espère. Matrice d'objets. Alors vous avez une matrice, mais les objets sont tous différents les uns des autres, mais conçus suivant le même type d'organisation. Mais cette fois-ci, ça va s'affaiblir. Au lieu de garder cette espèce d'ostination répétitive, vous allez avoir quelque chose au contraire qui s'épuise au fur et à mesure, qui descend et qui devient très, très doux. Alors le geste se trouve complètement changé.
Alors il y a un autre type de geste qui reprend le geste précédent, seulement cette fois-ci c'est un geste qui au contraire, qui insiste et qui s'élargit au fur et à mesure. Les gestes sont les mêmes et vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez non seulement parce que je vous ai expliqué, mais vous les reconnaîtrez instinctivement parce qu'il y a ce que j'appelle des enveloppes, comme on dit. Ce sont des courbes, au fond, qui sont très saisissables immédiatement, même si le détail de l'objet ne vous est pas connu, la direction de l'objet vous est connue. Et maintenant, je voudrais vous faire voir comment je signale que ces développements sont finis. Vous allez entendre, je vais vous faire réentendre le tout début sur une note. J'ai repris exactement le même principe dans un autre registre, très exubérant, beaucoup plus exubérant. Le premier exemple est très sobre. Ce sont des notes, il y a quelques fioritures, mais pas beaucoup, ça reste sombre et assez restreint comme registre. Et là, vous allez voir, au contraire, de tous les côtés, c'est comme une espèce de volée de cloches. C'est une immense, enfin immense, quand même, n'exagérons pas, mais enfin c'est une augmentation de tout ce qui a été au début. Vous avez la couleur, cette fois-ci, est extrêmement riche, les rythmes sont beaucoup plus multipliés qu'au départ, mais c'est exactement le même principe de fixation sur une note qui montre, maintenant c'est un moment, il y a en tout cas un moment de la pièce fini là. Et en effet, le développement de la pièce finie là, après, nous avons simplement une coda. Vous ne reconnaissez pas les choses, vous allez les reconnaître, vous semblez les reconnaître et finalement vous les reconnaissez tout en n'étant pas très sûr quand vous les reconnaissez. Et c'est comme ça que cette pièce est composée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de forme, comme par exemple dans la musique classique, où l'architecture était totalement, disons, définie avant même d'exister et vous remplissiez une architecture suivant un plan donné. Tandis que là,
vous créez l'architecture au fur et à mesure que vous trouvez les idées. C'est pour ça que peut-être la musique contemporaine est plus difficile dans un certain sens, parce qu'il faut avoir vécu, avoir passé au travers, mais je crois que c'est beaucoup plus enrichissant, parce qu'au fond, vous avez découvert un monde qui n'était pas inscrit d'abord chez vous avant de l'entendre. En dirigeant, on se rend très bien compte que si on donne soi-même une sorte de ralenti, si on fait signe aux musiciens, voilà, ralentissez, ralentissez comme moi, et tout le monde ralentit ensemble de la même façon. Mais si, par exemple, je donne un accord, et puis je baisse les bras, simplement, sans rien donner, et les trois pianistes ont la liberté de faire le ritardando comme ils l'entendent d'après la sonorité. Et vous verrez, ça ne coïncide jamais, pratiquement. Ils ont chacun une sorte de tempo intérieur, si bien que je veux que la pièce se termine non dirigée, précisément, qu'il y ait un rassemblement et après, tout tombe. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et vous verrez que la fin, ça sonne tout à fait déglingué, si je peux dire. Chacun joue les mêmes notes, pas dans le même ordre, et alors vous voyez qu'on ne sait pas exactement comment ça finit, et c'est justement ce que j'ai voulu dans cette pièce, c'est qu'on a un grand geste, et puis un geste qui n'a aucun sens, finalement, qui a un sens pour chacun, mais pas pour le chef en tout cas.